Et au début de tout cela, un garçon nommé Natsumi fait la promotion des colliers de fleurs que le club de sciences vend à l'école. Cependant, après n'avoir vendu que 5 exemplaires après avoir passé la journée à attirer les clients, il réalise qu'il est un piètre vendeur. Il tente de se rassurer en se disant qu'il pourra se rattraper en vendant davantage le lendemain. Alors qu'il retourne en classe, une fille s'approche de lui et se plaint que Natsumi ne peut pas quitter le magasin seul. Après tout, des clients sont passés plus tôt, mais il n'y avait personne pour les servir. En entendant cela, il dit que même s'il était dans le magasin pour les servir, les filles n'achèteraient certainement rien, car il se considère comme un piètre vendeur. Cependant, la fille le surprend en lui disant qu'elles ont en fait acheté 27 articles. Natsumi prend alors l'enveloppe contenant l'argent, mais aussitôt, il détourne le regard, car il ne peut pas regarder les jolies filles trop longtemps sans se sentir mal à l'aise. Quant à elle, la fille continue de le presser, lui parlant à l'oreille. Elle lui demande alors pourquoi il s'est fixé un objectif de vente de 100 articles. Voyant qu'elle a découvert, Natsumi lui demande comment elle a découvert. Puis elle répond que c'est Sato, le professeur du club de sciences, qui l'a appris. Natsumi lui rappelle alors qu'elle vient de violer sa vie privée, mais elle insiste encore, lui demandant pourquoi il s'est fixé un objectif de vente de 100 articles. Voyant qu'il n'y a rien d'autre à faire, il finit par céder et affirme que son objectif est d'ouvrir sa propre boutique pour vendre ses produits. Mais comme l'entrepreneuriat est une activité instable, ses parents lui ont demandé de mener une vie normale, avec un travail ordinaire comme les autres. Natsumi a cependant décidé de poursuivre son projet, entamant une discussion avec ses parents, et ils ont finalement conclu un accord. Dans ce cas, Natsumi doit vendre 100 articles à son école pour gagner leur confiance. En entendant cela, la jeune fille se moque de lui, comme Natsumi l'avait déjà prévu, et elle dit que ses parents ont raison, car il a vraiment un projet de vie très enfantin. La voyant se moquer de ses ambitions, Natsumi s'énerve. Après tout, ils ne se connaissent même pas. La jeune fille décide de l'aider à vendre les 68 articles restants. Elle se présente alors comme Inuzuka Imari et lui demande de lui confier les ventes le lendemain. Ce jour-là, Natsumi voit la jeune fille faire la promotion de ses produits auprès de ses camarades, leur disant qu'ils peuvent les acheter sur un site internet. Grâce à elle, il parvient à vendre tous les articles restants. 2 ans après avoir lancé son bazar en ligne, Natsumi continue de vendre ses produits en ligne grâce à la boutique de ses parents. Il cueille uniquement des fleurs et en confectionne des accessoires, restant ainsi dans son univers. Et bien que décrit par sa famille comme une personne réservée, Natsumi croit que seule la solitude permet de trouver la prospérité. Un autre jour, au travail, Imari s'approche de lui et le serre dans ses bras. Surprise. Natsumi se plaint alors à la jeune fille, lui ordonnant d'arrêter de l'importuner pendant qu'il travaille. Mais, entendant cela, la jeune fille lui rappelle qu'elle est là depuis plus d'1 heure et qu'il ne lui a toujours pas accordé son attention. Cela dit, elle s'assoit sur les genoux de Natsumi, qui, gêné, se dirige vers l'autre table pour continuer à travailler. Imari, le remarquant, le remarque et lui saute dessus. Natsumi échange alors une brève conversation, évoquant le bazar qu'ils avaient commencé 2 ans auparavant. Après cela, Natsumi lui demande de le laisser partir, mais Imari lui répond qu'il est l'homme dont le cou est le plus désirable, et qu'elle, Imari, est la jeune fille aux bras les plus désirés. Et pendant ces bousculades, Natsumi il se souvient d'une conversation qu'il a eue avec elle peu après que la jeune fille l'a aidé à vendre ses bijoux. Ce jour-là, Imari lui a proposé d'ouvrir une boutique d'accessoires floraux. Après tout, voir ses yeux pétiller en travaillant avec les fleurs lui a donné la motivation nécessaire pour vouloir travailler avec lui. Cela dit, Imari lui demande de ne lui montrer que ce regard passionné, et en échange, elle promet de l'aider et de vendre tous ses accessoires. Revenons au présent. Natsumi interroge Imari sur l'agence qu'il a recrutée pour devenir mannequin, et elle lui répond qu'elle a refusé l'offre. Après tout, elle se concentre uniquement sur la vente de ses accessoires, car s'il ouvre sa propre entreprise avant ses 30 ans, Imari est prête à l'épouser. En entendant cela, Natsumi lui dit d'arrêter cette blague bidon, car depuis qu'elle a commencé, Imari, son frère, se moque de lui en l'appelant beau-frère. À ces mots, Imari explique que son frère l'apprécie vraiment beaucoup, et que c'est pour ça qu'il continue à faire ce genre de blague, une pratique qui ne cessera que si Natsumi se marie avec quelqu'un d'autre. Mais en entendant cela, il lui rappelle qu'elle doit d'abord sortir avec quelqu'un avant de se marier. À ces mots, Imari évoque son béguin d'enfance et en déduit qu'il ne cherche pas de petite amie, car il pense encore beaucoup à cette fille. Et que ce soit le cas ou non, Imari dit qu'il devrait commencer à chercher une petite amie. Elle dit avoir eu quelques petits amis dans sa vie, mais qu'elle parlait toujours de Natsumi en leur présence. Après tout, elle ne les voyait que comme un passe-temps. En entendant cela, Natsumi la critique pour avoir ce genre de pensée envers les autres. Cependant, Imari dit qu'elle n'a jamais eu la même idée de ce que c'est que d'avoir une relation amoureuse, ce qui la rend encore plus froide. En entendant cela, Natsumi lui demande si elle compte vraiment attendre qu'il ouvre une boutique pour se marier. Imari répond qu'elle a bien l'intention de le faire, mais qu'elle craint un mariage arrangé, puisqu'il n'a pas l'intention de l'épouser. La voyant essayer de le blâmer, Natsumi lui dit d'arrêter, mais elle intensifie le suspense en affirmant qu'elle sera forcée d'épouser un vieil homme brisé à cause de lui. Quant à lui, Natsumi se demande si les mariages arrangés existent encore comme autrefois. Imari répond par l'affirmative qu'ils ont généralement lieu après le lycée, et que dans son cas, c'est beaucoup plus probable, puisqu'Imari est issue d'une famille illustre. En entendant cela, Natsumi compatit et lui dit qu'elle pourrait l'aider si jamais une telle chose se produisait. Imari se met
met alors à lui rire au nez et lui dit que les mariages arrangés n'existent plus. Et voilà qu'en rentrant chez elle, Natsumi se souvient d'un voyage qu'elle avait fait avec Imari il y a quelques années et qu'au cours de leur conversation, ils avaient parlé de relations amoureuses, jusqu'à ce qu'elle lui suggère soudain de vivre ensemble à 30 ans s'ils ne sortent avec personne. En entendant cela, Natsumi s'abstient de répondre à cette proposition qu'elle trouve ridicule. Cependant, il s'intéresse à savoir pourquoi elle fixe la limite d'âge exacte à 30 ans. Imari explique alors que 30 ans est un bon seuil, mais Natsumi persiste à dire qu'il n'a pas l'intention de rester avec elle, préférant les filles plus gracieuses. En entendant cela, Imari le prend dans ses bras en riant et en lui disant que c'est la première fois qu'elle est rejetée de sa vie. Le lendemain, à l'école, Imari se surprend à penser à Natsumi et croit qu'elle l'apprécie vraiment, car si elle voulait juste l'embrasser, elle ne se soucierait pas autant de le soutenir dans ses projets personnels. Mais même si elle ne peut pas avoir la relation qu'elle espère avec lui, Imari dit qu'elle souhaite au moins que sa future petite amie accepte leur amitié. Après tout, elle se sentirait très triste, il doit s'éloigner de lui simplement parce qu'il a commencé à sortir avec quelqu'un. Pendant ce temps, Natsumi se rend à un distributeur automatique de l'école, jusqu'à ce qu'une fille s'arrête à côté de lui pour acheter quelque chose. Il la fixe avec obsession, mais soudain, son bracelet se casse. Natsumi profite de l'occasion pour engager la conversation avec la jeune fille et lui propose de réparer l'accessoire. Cependant, celle-ci le regarde avec mépris et lui demande pourquoi il veut l'aider. Natsumi s'enfuit alors en lui disant d'oublier ce qu'il a dit. Un peu plus tard, Makishima, un camarade de classe, s'approche de lui. Imari se rend également sur place et commence à embrasser Natsumi. Soudain, ils se disputent pour savoir qui est le maître de Natsumi. Il trouve étrange qu'ils se disputent autant. Après tout, Imari et Makishima sont déjà sortis ensemble. Imari lui rappelle qu'elle a toujours considéré ses petits amis comme de simples passe-temps, mais que Makishima refuse de se souvenir du temps passé ensemble. Ils commencent à se disputer, mais Natsumi les interrompt et demande ce que Makishima fait là. En entendant cela, le garçon va droit au but et demande si Natsumi a parlé à une fille près des distributeurs la veille. À ce moment-là, Natsumi se souvient de la jeune fille et suppose qu'il s'agit d'une autre de ses petites amies. Cependant, Makishima affirme que ce n'est pas le cas. En réalité, il appelle Rin et lui dit qu'elle veut réparer son bracelet. Ils se rendent ensuite dans la chambre de Natsumi, où elle commence à analyser l'état critique du bracelet. Il prend alors une expression inquiète, ce qui met Rin en colère. La voyant se rapprocher de Natsumi, Imari lui explique que le garçon est généralement très timide avec les inconnus, puis pointe un miroir vers le visage de Rin, révélant son expression effrayante. Et quand elle se voit si en colère dans le miroir, Rin tombe en arrière, effrayé par sa propre image, ce qui pousse Imari à se moquer de son visage. Puis, Rin se relève et commence à faire léviter Imari d'une seule main, lui rappelant les fois où elle lui a fait du mal. Et ne voyant aucune issue, Imari décide de faire appel, en caressant les seins de Rin afin de la faire lâcher prise. À ces mots, Rin prend peur et offre à Imari une empreinte de main sur son visage. Puis, la jeune fille reste à la table d'accent grave côté, tandis que Natsumi répare le bracelet avec Rin. Mais lorsqu'elle remarque son absence, Rin est désorienté, et Imari lui explique qu'il est généralement très concentré sur son article. Après avoir terminé le bracelet, il rentre seul chez lui. Quant à Rin et Imari, ils continuent leur chemin ensemble. Soudain, Rin se met à discuter et fait un commentaire sur une personne qu'elle aimait bien mais qu'elle n'avait jamais vue. Elle montre ensuite une photo d'Imari avec les accessoires créés par cette personne, c'est-à-dire Natsumi lui-même. En entendant cela, Imari réalise qu'elle n'est plus la seule à pouvoir admirer le travail de Natsumi. Qui aurait pensé que tu resterais si on le cuisinait pendant des années? Ça tournerait mal. Et à son retour à la maison, Natsumi revient-il se retrouve coincé dans son monde, concentré uniquement sur son travail, jusqu'à ce qu'il réalise soudain qu'il n'a parlé à aucune autre fille qu'Imari depuis longtemps. Alors qu'il est concentré sur son travail, Natsumi est interrompu par Sakura, sa sœur, qui, découvrant qu'il répare un bracelet à la demande d'une nouvelle fille, lui conseille de profiter de l'occasion pour changer ses accessoires. Après tout, il les assemble toujours selon les préférences d'Imari, ce qui donne à ses bijoux l'allure d'un jardin gelé, figé dans le temps. À ces mots, Natsumi baisse la tête, exprimant sa tristesse en réalisant que sa sœur avait raison. Quant à Sakura, elle poursuit ses analogies et lui dit qu'il devrait faire son travail avec plus de passion, comme si le travail était une histoire d'amour éternel, plus dynamique. Et même si elle comprend ce que dit Sakura, Natsumi lui rappelle que les ventes de ses produits sont toujours élevées, ce qui lui donne l'impression de bien se porter. Cependant, Sakura lui demande s'il peut fidéliser sa clientèle et la faire revenir. À ces mots, Natsumi paraît désespérée, car elle voit que tout ce que dit Sakura est parfaitement logique. À l'école, Natsumi avoue que sa sœur, malgré son insupportabilité parfois, a raison. Après tout, peu de clients reviennent dans sa boutique pour acheter de nouveaux accessoires. Pendant ce temps, Makishima s'en prend à Enoki, lui proposant de l'aider à conquérir Natsumi si elle le souhaite. Mais, le voyant si désespéré, Enoki le repousse. Soudain, Imari débarque et demande à parler seul à seul avec son ami. Makishima commence alors à lui causer des ennuis, lui disant qu'il parlait d'abord à Enoki. Soudain, deux filles du club de tennis appellent le garçon pour assister au match auquel elles participeront. Il part donc avec les filles, laissant Imari et Enoki plus à l'aise pour discuter.
discuter. À un autre moment, Himari trouve Natsumi en train d'arroser les plantes de l'école et lui confie avoir remarqué son air pensif pendant le cours. Natsumi lui annonce qu'il compte modifier quelques éléments de sa prochaine création. Cette fois, il utilisera un concept différent pour les bijoux, davantage axé sur la passion romantique et le cœur brisé par le désespoir. Mais en entendant son idée, Himari se met à rire, car elle n'aurait jamais imaginé que quelqu'un comme lui puisse s'intéresser à l'amour sans raison apparente. Cependant, Natsumi lui raconte la conversation qu'elle a eue avec sa sœur, et après avoir tout entendu, Himari est d'accord avec Sakura. Après tout, Natsumi ne crée que des objets qui lui plaisent, il devrait donc accorder plus d'importance au regard de ses clients. Quant à Natsumi, il la comprend parfaitement et lui demande ce qu'elle pense du thème romantique des bijoux. À cela, Himari répond qu'il est sur la bonne voie, compte tenu du public majoritairement féminin. Mais en entendant cela de la bouche d'Himari, Natsumi lui rappelle que, bien qu'elle soit une femme, elle est de loin la personne qui, à sa connaissance, apprécie le moins le romantisme. Il lui demande alors ce qu'Himari entend par amour. Elle lui répond que vouloir embrasser quelqu'un ou aller jusqu'au bout de ses relations est ce qu'elle entend par amour. Mais après avoir entendu cette définition de l'amour, Natsumi lui répond qu'il s'agit plutôt d'un simple désir charnel. Quant à elle, Himari lui répond qu'il ne comprend pas non plus l'amour, puisqu'il n'aime personne. Après tout, elle croit que le désir d'embrasser et l'amour romantique vont de pair. Mais en entendant cette définition, Natsumi affirme qu'elle confond amour et désir sexuel. Or, Himari croit que le désir sexuel n'est en réalité qu'un récepteur de l'attirance romantique. Cela dit, Himari lui demande ce qui le contrarie autant, et Natsumi se demande, gênée, si elle lui a vraiment posé cette question. Et quant à elle, Himari continue de le bombarder de questions embarrassantes, jusqu'à ce que soudain, elle évoque le nom d'Enoki au milieu de la conversation, de nulle part, et lui demande s'il est intéressé à l'embrasser. Mais dès qu'elle entend cela, Natsumi devient encore plus confuse et lui demande pourquoi elle a mentionné Enoki. Himari répond qu'il serait plus facile de lui donner un modèle de fille idéale, pour illustrer ce qu'elle essaie de dire. À ce moment-là, Natsumi décide de donner immédiatement la réponse qu'elle cherche. Elle affirme n'avoir jamais regardé une fille et avoir eu envie de l'embrasser. Entendant cela, Himari propose de faire un test, auquel cas elle serait prête à l'embrasser. Cependant, Natsumi lui rappelle que pour embrasser quelqu'un, il faut d'abord ressentir une attirance romantique. Il lui demande donc si elle le voit vraiment ainsi. Sur ce, Himari change de sujet, affirmant qu'elle ne voit Natsumi que comme sa meilleure amie, mais elle lui rappelle que ni lui ni elle n'ont jamais éprouvé le désir d'embrasser quelqu'un, et que s'il se force, il pourrait finir par reconnaître cette sensation. En entendant cela, Natsumi réalise qu'elle a eu une idée brillante, mais trop absurde pour être mise en pratique. Tandis qu'il réfléchit à ce qu'il vient d'entendre, Himari s'avance vers lui et lui prend la main. Après cela, Himari dit que lui tenir la main n'est pas très différent de l'embrasser. Après tout, lui toucher la main et l'embrasser engendrerait le même contact cutané. Elle considère donc les deux choses comme identiques. Et bien qu'elle lui donne le feu vert pour l'embrasser, Natsumi en déduit qu'elle ne fait que lui jouer un autre tour, et au final, elle recommencera à le taquiner comme d'habitude. Mais en lui accordant plus d'attention, il remarque la jeune fille aux joues rouges, comme si elle s'intéressait sincèrement à lui. Elle commence alors à l'attirer de plus en plus près, et Natsumi sent son cœur s'accélérer. Cependant, Himari interrompt tout et montre qu'elle se moquait simplement de lui. Mais pour se faire pardonner sa farce, elle lui propose de sortir avec lui ce samedi-là. Le jour J, le frère d'Himari vient la chercher chez lui et commence à l'appeler « beau-frère » pendant tout le trajet, ce qui la met visiblement mal à l'aise. Cependant, il ne répond pas aux plaisanteries d'Hibari. En arrivant à destination, Natsumi dit au revoir à Hibari et va à la rencontre d'Himari. Ce dernier, en le voyant, commence à critiquer son style habituel, affirmant qu'il aurait dû s'habiller un peu mieux pour la rencontrer. Cependant, Natsumi l'informe qu'Hibari le bousculait sans cesse, ce qui l'empêchait de s'habiller davantage. Himari lui répond qu'ils ont un invité spécial et qu'il aurait donc dû faire plus attention à son apparence. Dès qu'elle le voit, Natsumi prend peur, car elle n'imaginait pas rencontrer Enoki par hasard. Alors qu'il se dirige vers un restaurant, Himari lui demande quelle sera l'image de son prochain produit. Natsumi répond qu'il n'a encore rien pensé et que, bien qu'il sache l'importance d'essayer de nouvelles choses dans son entreprise, il ne sait toujours pas quoi faire. En entendant cela, Himari l'informe qu'Enoki s'est porté volontaire pour être son mannequin temporaire, ce qui serait sa façon de le remercier d'avoir réparé son bracelet. Sur ce, Himari plaisante à nouveau avec Natsumi, lui disant qu'il a de la chance d'avoir deux beautés pour lui tout seul, prétextant que c'est pour le travail. Quant à lui, Natsumi trouve toujours la situation trop soudaine, mais Himari lui dit qu'il devrait changer de mannequin de temps en temps, afin d'avoir plus d'inspiration. Il suggère également qu'ils prennent des photos à la boulangerie d'Enoki. En entendant cela, Enoki sort son téléphone portable et lui dit qu'il devra demander la permission à sa mère avant de prendre les photos. Et lorsqu'il se retrouve seul avec Himari, Natsumi lui dit que la fille force un peu trop cette fois-ci. Cependant, Himari répond qu'en fait, Enoki est attiré par lui, mais qu'il est si timide qu'il lui faut un petit coup de pouce. Et puis, lorsqu'il passe devant une bijouterie, Natsumi s'enthousiasme en essayant des colliers sur Enoki, qui trouve étrange qu'ils soient tous les deux si enthousiastes. À ces mots, Himari se moque de la situation, disant que Natsumi est vraiment très étrange. Et en entendant cela, Enoki se met à rire de leur interaction.
et puis ils vont à un endroit pour le prouver le collier sur elle, jusqu'à ce que soudainement, Imari ait l'idée de laisser Natsumi mettre le collier sur Enoki. Cependant, il lui rappelle que la fille pourrait finir par se sentir mal à l'aise avec cette situation. À ce moment-là, Imari lui demande directement, et Enoki, un peu gêné, répond qu'il n'a aucun problème à le laisser lui mettre le bijou. En entendant cela, Natsumi prend la liberté de lui mettre le collier au cou, mais en s'approchant trop d'Enoki, qui commence à transpirer et à rougir. Peu après, Imari finit de la briser en disant que sa façon de s'habiller est très sexy. Après avoir quitté les lieux, il se dirige vers un fleuriste pour que Natsumi achète les fleurs qui donneront forme à son nouveau bijou. En traversant le magasin, Enoki s'arrête devant une fleur très voyante. Après avoir brièvement parlé à Natsumi, elle est gênée et s'en va. Dans ce livre, Imari va voir Natsumi et lui suggère de prendre une rose pour fabriquer le bijou. Cependant, il lui rappelle qu'il fabriquera un bijou inspiré d'Enoki, et même si une rose est belle, elle est toujours pleine d'épines, ce qui à son tour reflète le contraire d'Enoki, car même si elle semble parfois épineuse, Enoki est plutôt une personne sincère, plus qu'épineux, en fait. Et puis, au cours de la conversation, Imari demande à Natsumi de lui donner l'argent des boissons et lui suggère d'aller s'excuser auprès d'Enoki pendant qu'elle revient avec leurs boissons. Mais en entendant cela, il lui rappelle que c'est Imari qui a créé toute cette situation, et de plus, il demande à ne pas rester seul avec Enoki pour éviter toute gêne supplémentaire. Sur ce, Imari n'accorde aucune importance à ce qu'il dit et lui conseille de considérer ce moment seul avec elle comme un simple entraînement. Natsumi fait ce qu'elle suggère et s'excuse auprès d'Enoki pour ce qu'Imari a fait à ce moment-là. Ensuite, Enoki commence à parler un peu plus de la relation qu'elle entretenait avec Imari lorsqu'elle était enfant. En l'occurrence, sa mère l'a envoyé parler à Imari, car la fille était toujours enfermée à la maison et passait ses journées à lire. Puis, Enoki décide d'aller voir Imari et de lui offrir des biscuits pour commencer une amitié. Et pour revenir au sujet des fleurs, Natsumi décide de travailler avec la fleur choisie par Enoki. Après tout, c'est elle son modèle cette fois-ci. Elle dit alors qu'elle préfère les grandes fleurs, et Natsumi suggère alors de fabriquer les bijoux avec des tulipes, car en plus d'être grandes, ces fleurs représentent aussi l'amour et la considération. Et quand il réalise à quel point il connaît les fleurs, Enoki lui demande pourquoi il les aime tant. Natsumi se souvient alors d'une excursion qu'il avait faite avec sa famille au jardin botanique à l'école primaire. Ayant perdu ses parents, il avait décidé d'errer sans but. Soudain, il rencontra une fille perdue comme lui. Il décida alors de dépenser l'argent de poche reçu de ses parents pour lui offrir une fleur. Après avoir enfin retrouvé ses parents, la fille leur dit au revoir et part avec eux, promettant de garder la fleur qu'elle avait reçue de Natsumi en souvenir. Au milieu de son récit, Enoki l'interrompt et ajoute quelques détails, affirmant que la fille qu'il a rencontrée était en réalité elle. Et puis, à la tombée de la nuit, Natsumi remarque qu'Imari est arrivé un peu en retard, et Enoki, quant à elle, ignore cela et se contente de lui demander son contact. Pendant ce temps, Imari se souvient du rapprochement entre Natsumi et Enoki, et remarque qu'ils n'ont jamais eu besoin de son aide pour se revoir. Après tout, le destin l'avait déjà fait pour eux. 2 jours plus tard, Natsumi retourne à l'école après 2 jours d'insomnie, encore en train de digérer le fait qu'Enomoto soit son béguin d'enfance. Parallèlement, Natsumi tente de contacter Imari pour lui raconter ce qu'elle a découvert. Mais la jeune fille continue de lire ses messages sans répondre, jusqu'à ce qu'Imari apparaisse soudain juste derrière lui. En la voyant, Natsumi lui demande ce qui lui est arrivé ce week-end. Pendant ce temps, Imari continue de lui parler de loin, sans rien dire. Natsumi tente alors de lui parler à nouveau, et lui demande si elle continuera à l'éviter. De son côté, Imari continue de dissimuler et affirme ne pas comprendre de quoi il parle. Cependant, Natsumi court vers elle, exigeant une explication pour son étrangeté de ce jour-là. À ces mots, Imari affirme n'avoir rien fait pour la mettre en colère, mais elle souhaite tout de même rester à au moins 3 mètres de lui ce jour-là. Soudain, au milieu de la confusion, Enomoto s'approche de Natsumi et voyant l'étrange comportement d'Imari, la jeune fille attire son attention en lui offrant des biscuits. Dès qu'Imari s'approche, Enomoto la tire par les cheveux, puis les trois se remettent ensemble. Cependant, en regardant les filles se disputer, Natsumi ne comprend pas vraiment la relation qui les unit. Quant à Enomoto, elle se tourne vers Natsumi et lui tend des biscuits ornés de ses dessins. Natsumi la félicite pour le soin apporté à ses dessins, et Enomoto affirme que c'est la seule chose dans laquelle elle se considère douée. Après cela, la jeune fille prend congé et laisse Natsumi et Imari seuls. Elle se dirige ensuite vers un espace plus dégagé, à plus de 3 mètres l'une de l'autre, et Imari en profite pour embrasser Natsumi, affirmant qu'Enomoto est follement amoureux de lui. Elle en déduit que les laisser seuls après les cours serait une excellente idée. Cependant, Natsumi lui rappelle qu'ils ne sortent pas ensemble, ni rien de tel. Malgré cela, Imari insiste sur cette conversation et lui rappelle qu'Enomoto était son premier amour d'enfance. En la voyant dire ces choses, Natsumi réalise qu'elle écoutait leur conversation lorsqu'ils étaient chez le fleuriste. De plus, Natsumi commence à lui jeter à la figure les étranges manigances d'Imari lorsqu'elle parle d'Enomoto et de leur baiser soudain. En entendant cela, Imari affirme que c'est lui qui dit des choses étranges, mais Natsumi conteste ses dires et affirme qu'il ne fait que répéter ce qu'elle a dit elle-même. Quant à lui, Natsumi reparle d'Enomoto et précise qu'il n'a rien à voir avec elle.
Après tout, même si elle était son premier amour d'enfance, elle ne représentait probablement rien pour Enomoto. Natsumi pense donc que parler de ce genre de choses en sa présence ne serait que très agaçant. Et puis, au bout d'un moment, ils se retrouvent tous les trois dans le salon pour teindre des fleurs qui serviront à la confection des accessoires du magasin. Pendant les préparatifs, Natsumi est à nouveau taquiné par Imari. Il explique alors à Enomoto que la teinture des fleurs prend généralement un peu plus de temps lorsque sa collègue l'importune. Et en l'entendant lui confier toutes les responsabilités, Imari affirme que lorsqu'ils sont seuls, il ne se plaint pas de ses taquineries et lui fait même des avances. Natsumi refuse et lui demande de ne pas dire des choses qui semblent vraies, car elle pourrait donner à Enomoto de mauvaises idées. Mais au lieu de lui obéir, Imari s'approche de Natsumi et lui demande s'ils s'embrasseraient si Enomoto n'était pas dans la pièce. Natsumi s'irrite encore plus contre Imari et tente d'arranger les choses. Cependant, Enomoto, gêné, décide de partir, les laissant seuls. Sur ce, Imari s'allonge sur la table et se met à rire de manière incontrôlable, jusqu'à ce qu'elle lui demande de l'aider à la relever. Mais dès que Natsumi tend la main, il finit par tomber sur Imari, et la jeune fille leur demande à son tour de continuer, car après tout, Enomoto pense déjà qu'ils font ce genre de choses. De plus, Imari lui rappelle qu'il va créer des accessoires inspirés du sentiment amoureux, alors elle lui propose de vivre cette expérience avec elle. Natsumi, quant à lui, se sent sous pression et sur le point de l'embrasser. Il commence à croire qu'ils ne sont que de bons amis. En même temps, il est ébloui par sa beauté et décide de l'embrasser. Mais avant de la toucher enfin, il remarque qu'Imari filme la scène. Il lui prend alors le téléphone des mains et prend peur en le voyant faire une moue proéminente. Quant à Imari, elle se met à rire de nouveau et dit que c'est agréable de taquiner Enomoto. En entendant cela, Natsumi lui fait comprendre qu'il n'y a aucun problème à jouer avec lui, mais il lui demande de laisser Enomoto en dehors de ça. Puis, Imari lui tourne le dos et commence à le dénigrer, le traitant d'otaku des fleurs et affirmant que Natsumi aurait pu l'embrasser à ce moment-là. En l'entendant dire ces choses, Natsumi conteste ses propos, mais Imari quitte les lieux en le traitant d'hystérique. En quittant la pièce, Natsumi rencontre Makishima, qui commande sa popularité auprès des filles. Makishima lui demande alors jusqu'où il est allé avec Enomoto et affirme que la fille est vraiment un festin 5 étoiles, car en plus d'être très belle, elle lui a même apporté des biscuits personnalisés. Mais en l'entendant traiter Enomoto de cette façon, Natsumi attire son attention sur ce point et demande à Makishima d'arrêter de parler ainsi de son ami d'enfance. Cependant, Makishima l'irrite encore plus en affirmant qu'Enomoto a trouvé son prince charmant, en l'occurrence Natsumi. Or, ce prince est totalement incompétent. Malgré tout, Makishima croit qu'Enomoto apprécie le comportement de Natsumi, qui a un goût atroce en matière d'homme. En entendant cela, Natsumi conseille au garçon de se tenir à l'écart de cette histoire entre lui et Enomoto, car il subit déjà beaucoup de reproches, notamment concernant les bizarreries d'Imari. En entendant cela, Makishima demande à Natsumi de lui expliquer plus en détail ce qui la rend bizarre. Il lui répond alors qu'Imari se rapproche de lui plus qu'avant, car même si elle était déjà très collante, elle essaie de l'être encore plus. En entendant tout ce contexte, Makishima s'interroge et décide de trouver un moyen de mieux comprendre ce que pense Imari. Et puis, un autre instant plus tard, Natsumi termine de teindre les fleurs, puis appelle Enomoto pour qu'il les voie. Quant à Imari, elle les observe de loin et dit qu'ils ont déjà pris l'habitude d'agir comme un couple amoureux. En entendant cela, Natsumi change brusquement de sujet et commence la séance photo qu'elle avait prévue avec Enomoto. Mais pendant le travail, Imari se tient derrière Natsumi et lui annonce qu'il va prendre des photos osées d'Enomoto. Natsumi lui dit de baiser tranquillement. Cependant, Imari insiste et lui reproche d'être fou pour prendre ce genre de photos et les ajouter à sa collection érotique. Entendant cela, Natsumi l'interpelle à nouveau et menace de la mettre à la porte si elle persiste. Cela dit, il commence à se concentrer sur son travail et remarque qu'il fait ressembler Enomoto à Imari sur les photos. Il essaie donc de trouver une solution pour rendre les photos d'Enomoto plus authentiques et moins proches de celles d'Imari. Après réflexion, il décide de la prendre en photo comme si Enomoto était la reine de la nuit, mais abandonne rapidement cette idée. À ce moment-là, Imari, excédé, s'approche de l'oreille d'Enomoto et lui dit quelque chose, la laissant effrayée et les yeux écarquillés. Natsumi, quant à elle, profite de l'instant pour prendre une photo. En l'analysant, Natsumi remarque que la jeune fille semble éprouver l'impression de vivre un vieux rêve, mais qu'en même temps, elle craint que ce rêve ne lui échappe. Et puis, en quittant la pièce, Natsumi demande à Imari ce qu'elle a dit à Enomoto à ce moment-là, mais elle refuse de lui répondre. Natsumi laisse alors cette histoire de côté, car après tout, la photo est très réussie grâce à Imari. Et au cours de la conversation, la jeune fille lui demande de lui confectionner un accessoire en forme de tulipe, car Imari veut la voir pour le jour où elle tombera amoureuse. Et quand il voit la façon dont Imari lui demande cela, Natsumi finit par souhaiter momentanément l'avoir pour lui. Mais il élimine bientôt ses pensées de sa tête, se disant qu'ils ne sont que des amis. Puis, il répond qu'il ne fera pas d'accessoire tulipe pour elle, car il la considère uniquement comme sa meilleure amie. Et déjà à la maison, Imari sent qu'elle a fini par être rejetée, et montre qu'elle était envieuse quand elle a vu ses yeux passionnés dirigés vers Enomoto
Enomoto. Après tout, Imari voulait voir ses yeux tournés vers elle. Mais en même temps, elle sait qu'elle est empêchée de vouloir quoi que ce soit de plus avec lui, précisément à cause du fort lien d'amitié qu'ils ont développé au fil des années. Imari estime donc que pour rester proche de lui, elle doit conserver cette apparence d'amitié. Un autre jour, Natsumi retrouve toutes ses amies pour leur montrer l'ornement qu'il a fabriqué avec la tulipe. Imari et Makishima commencent alors à le presser de le faire placer dans les cheveux d'Enomoto. Quant à lui, Natsumi est un peu nerveux au début, mais parvient à mettre l'accessoire sur la jeune fille. Makishima suggère alors à Natsumi de faire d'Enomoto son modèle principal, car les photos et les accessoires sont vraiment parfaits, ce qui, pour Makishima, fait d'eux un couple formidable. En entendant cela, Enomoto accepte immédiatement. Natsumi réalise alors que rien ne l'en empêche. Cependant, Imari perd son sang-froid et claque la table dès qu'elle entend l'idée de Makishima. Puis elle reprend ses esprits et dit qu'en fait, elle veut juste protéger Enomoto. Après tout, les gens sont souvent très cruels envers les mannequins sur Internet. Quant à Makishima, il lui rappelle qu'Enomoto est du genre à se moquer des commentaires sur Internet. Pour lui, c'est Imari elle-même qui se sent menacée. Quant à Natsumi, il se souvient d'une conversation qu'il a eue avec Imari, et à l'époque, elle lui avait elle-même suggéré de prendre un autre modèle principal, car cela lui apporterait plus d'inspiration pour la création d'accessoires. Natsumi lui fait donc comprendre qu'elle ne peut pas être à ses côtés dans cette situation. En entendant cela, Imari se met à trembler sans réagir, et à la fin, elle verse de l'eau sur la tête de Natsumi et leur demande de mettre fin à leur amitié. Eh bien, en réfléchissant un peu plus à la discussion qu'eut avec Imari, Natsumi trouve étrange qu'elle n'ait pas aimé avoir Enomoto comme modèle principal. Et puis, il se demande pourquoi elle a eu ce genre de réaction. Et déjà à l'école, Natsumi s'assoit à son bureau et remarque qu'Imari le regarde, comme si elle disait qu'il n'avait pas eu de chance de perdre son amitié. Et même si elle est vraiment très belle, Natsumi dit qu'il est prêt à supporter cette perte. Après tout, il veut la combattre à armes égales. Mais au cours de ces jeux psychologiques, Natsumi dit qu'ils n'auront plus de magasin ensemble, comme il l'avait prévu auparavant. À ce moment-là, Imari pose sa tête sur la table, faisant semblant d'avoir entendu quelque chose de très offensant. Puis, les autres étudiants remarquent la fille triste et commencent à juger Natsumi, même sans avoir entendu exactement ce qu'ils ont dit. Et en regardant son téléphone portable, Natsumi remarque qu'Imari lui a envoyé un email, montrant qu'elle a rejoint une agence de mannequins. Et quand il lit l'email en entier, il a peur et lui demande de mieux expliquer la situation. Cependant, Imari l'ignore et sort de la pièce, le laissant derrière. Dans ce film, Enomoto le retrouve dans les couloirs de l'école et lui montre un message qu'il a reçu d'Imari, dans lequel elle dit qu'elle déménagera à Tokyo après avoir été embauchée par une agence de mannequin. Et après avoir montré le message, Enomoto s'excuse auprès de Natsumi et dit que c'est sa faute si cela est arrivé, car si Enomoto n'avait pas choisi d'être le modèle principal, Imari travaillerait toujours avec eux. Mais en entendant cela, Natsumi la rassure, en disant qu'elle n'est responsable de rien. Et de plus, il suggère qu'il reste simplement à la recherche d'Imari pour mieux comprendre ce qu'est ce travail qu'elle a obtenu à Tokyo. Dans ce cas, il décide de tendre un piège à Imari, en plaçant des biscuits et sa boisson préférée sur un banc pendant qu'ils attendent qu'Imari apparaisse. Et après quelques secondes, elle apparaît réellement là pour récupérer les bonbons. À ce moment-là, Natsumi s'approche d'elle, lui demandant plus d'informations sur le travail qu'elle a l'intention de faire. Mais au lieu de s'arrêter pour lui parler, Imari se remet à courir. Puis, elle retourne à l'école, mais est surprise par Natsumi dans les couloirs. Et puis, il lui demande pourquoi elle est si en colère parce qu'Enomoto est le modèle. Et en entendant cette question, Imari gifle Natsumi et dit que sa colère n'a rien à voir avec cela, car elle n'est en colère qu'avec lui-même. Dans ce document, Natsumi énumère plusieurs mauvaises choses qu'elle lui a également faites, y compris ce dernier acte consistant à le gifler de nulle part. Et quant à son voyage à Tokyo, Natsumi dit qu'elle aurait au moins pu lui en parler, car partir sans même expliquer pourquoi donnerait l'impression qu'il n'avait aucune importance pour elle. Cela dit, Natsumi commence à s'engager davantage dans cette voie, en disant qu'elle a toujours vu comme un idiot dont elle pouvait se moquer et lui faire fabriquer des bijoux. Mais en entendant cela, Imari dit qu'il la traitait également comme une personne de faible valeur, et qu'elle n'était assez bonne que pour être son aide dans son travail. Dans ce cas, Natsumi essaie de régler la situation, en disant qu'il ne l'a jamais vue comme ça. Cependant, Imari lui rappelle qu'il a même changé comme modèle principal pour mettre Enomoto, ce qui renforce son sentiment de quelqu'un de jetable. Cela dit, elle se met à pleurer, car elle pense qu'il est injuste que quelqu'un d'autre soit le premier à utiliser ses accessoires. Après tout, il avait promis qu'elle seule serait digne d'un tel privilège. Mais maintenant, Imari croit que Natsumi va à l'encontre de sa parole simplement parce qu'il préfère Enomoto. Et bien qu'Imari comprenne leur amour, elle dit qu'elle ne se sent pas heureuse d'être sa deuxième option. Alors elle enlève le collier que Natsumi a fait pour elle et le jette par terre. Puis dit qu'elle va à Tokyo pour qu'elle puisse être utilisée par des gens qui ont vraiment besoin d'elle. Et bien, dans un autre, Natsumi s'assoit sur un banc de parc pour réfléchir à tout ce qui s'est passé, jusqu'à ce que soudain, Makishima le remarque triste et s'approche de lui pour lui parler. Et pendant le dialogue, Natsumi demande pourquoi il lui a suggéré de faire d'Enomoto son modèle principal. Et Makishima
dit que ce serait la meilleure façon pour Enomoto d'avoir une chance avec lui. Et quant à Imari, Makishima dit qu'il serait étrange de le voir sortir avec la fille s'il commençait à sortir avec Enomoto. Mais en entendant cela, Natsumi lui rappelle que lui et Imari sont les meilleurs amis du monde, il est donc naturel qu'ils passent du temps ensemble. Cependant, Makishima dit que s'ils ne sont que des amis, ils ne devraient pas être si affligés par cette situation. Mais dès qu'il dit cela, Makishima en déduit que Natsumi doit en fait avoir le béguin pour Imari, car s'il ne ressentait vraiment rien, il ne verrait pas de problème à commencer une relation avec Enomoto. Mais comme il a des sentiments pour Imari, Natsumi finit par se sentir coupable d'essayer quelque chose avec Enomoto. Cela dit, Makishima lui suggère de choisir la fille qu'il considère comme la plus importante, mais en même temps, il avoue qu'il a suggéré Enomoto comme modèle principal précisément pour ruiner la relation de Natsumi avec Imari. Quant à Imari, Makishima voit son action de fuir à Tokyo comme une façon de montrer qu'elle ne peut pas simplement agir comme si tout était normal entre eux, et qu'elle doit donc continuer sa vie à Tokyo, pour rester loin de Natsumi. Mais si elle va vraiment à Tokyo, Makishima dit qu'Enomoto se sentira coupable à ce sujet, quelque chose qu'il ne veut pas qu'il arrive à son ami d'enfance. Cela dit, Makishima quitte simplement les lieux, disant qu'il ne se soucie pas de ce que Natsumi choisira. Cependant, il suggère que le garçon reste avec Enomoto. Après tout, elle sera certainement une petite amie fantastique. Eh bien, de retour à la maison, Natsumi contacte Imari et lui demande si elle a vraiment l'intention d'aller à Tokyo, car ce n'est qu'alors qu'elle se sentira vraiment valorisée. Et en entendant cela, Natsumi se souvient de son enfance, quand il fabriquait des accessoires et n'était reconnu par personne, jusqu'à ce que soudainement, Imari apparaisse dans sa vie, et contrairement à tout le monde, elle lui a donné la valeur qu'il méritait. Et depuis lors, Natsumi avait promis qu'elle continuerait à fabriquer des bijoux pour Imari. Mais puisqu'il a tourné le dos à cette promesse qu'il avait faite, il est tout à fait naturel qu'Imari fasse simplement la même chose avec lui laissant complètement la vie. Et bien qu'il comprenne ce côté, Natsumi insiste et lui demande si elle n'a pas l'intention d'abandonner Tokyo, mais Imari dit non. Et puis, Natsumi reprend enfin ses esprits et comprend que les choses ne peuvent pas toujours se passer comme il le souhaite. Et pendant ce temps, Imari reste à la maison en riant simplement de la situation et de la façon dont elle a quitté la tête de Natsumi. Après tout, elle n'avait jamais prévu d'aller à Tokyo depuis le début. Après tout, elle n'est pas mécontente de l'endroit où elle est, et elle n'a pas non plus l'impression d'avoir besoin de la validation de qui que ce soit pour être heureuse. Mais en se souvenant de ses faux pleurs lorsqu'elle a cassé l'accessoire qu'il avait fabriqué, Imari réalise qu'elle devra lui ordonner de lui faire un autre collier. Après tout, elle peut continuer à utiliser la carte de la fuite à Tokyo comme chantage, et ainsi, elle pourra faire à Natsumi tout ce qu'elle veut. Mais le lendemain, lorsqu'elle le rencontre à l'école, Imari trouve étrange qu'il l'ignore. Comme si elle avait accepté qu'elle ne le faisait passera bientôt dans cette ville. Et elle en déduit donc qu'il ne peut tout simplement pas accepter de l'avoir perdu, et c'est pourquoi il agit bizarrement. Et alors que la nuit tombe, elle décide de vérifier ses réseaux sociaux pour voir si elle peut trouver quelque chose d'intéressant. Mais quand elle le fait, Imari trouve une photo de lui en train de manger de la glace avec Enomoto. Et quand elle réfléchit un peu plus à ce qu'elle voit, Imari se rend compte qu'elle a fini par perdre complètement son espace. Eh bien, un autre jour, Imari lui fait remarquer qu'elle n'a pas parlé à Natsumi depuis plus d'une semaine. Puis il demande ce qui se passe entre les deux. À ce moment-là, Imari est surpris par cette question soudaine et laisse tomber le couteau sur le sol. Et en voyant cette réaction, Imari explique qu'il a découvert leur séparation grâce au changement de comportement d'Imari. Cela dit, il demande à nouveau ce qui s'est passé. Et quand elle se sent sous pression, elle parle de la menace qu'elle a proférée d'aller à Tokyo après avoir été rejetée. Et en découvrant que c'était le problème, Imari commence à crier sur la fille et la réprimande pour avoir prévu qu'Imari fasse humilier Natsumi pour qu'elle reste. Après tout, c'est la même chose que de le faire chanter émotionnellement. Et en entendant cette réprimande monstrueuse, Imari s'excuse pour ses erreurs. Cependant, son frère continue de faire pression sur elle, et lui rappelle la promesse qu'elle lui a faite à l'école primaire 2. Dans ce cas, Imari avait promis de ne jamais cesser de soutenir le rêve de Natsumi d'ouvrir son propre magasin. Par conséquent, il lui dit d'arrêter de traiter cela comme une opportunité de se moquer de Natsumi. Cela dit, il demande pourquoi elle provoque tout ce désastre, à quel point Imari s'ouvre et révèle qu'elle a fini par tomber amoureuse de Natsumi, donc continuer ce projet serait la même chose que de se torturer elle-même. Dans ce livre, Imari lui explique que tout dans la vie est fini, car même si elle avait tout l'argent du monde, cela ne lui donnerait pas tout ce qu'elle désire. Et parce qu'il a travaillé sur la construction de plusieurs autoroutes, Imari dit qu'il a entendu beaucoup de critiques. Après tout, dans la construction des autoroutes, d'innombrables maisons ont été sacrifiées. Mais même s'il doit faire ce sacrifice maintenant, Imari lui rappelle que dans 100 ans, ces autoroutes qu'il a construites seront extrêmement utiles pour cette ville. Et après avoir expliqué cela, Imari dit qu'il espère que sa sœur suivra le même exemple, en abandonnant les petites choses de la vie pour en accomplir davantage dans le futur. Mais alors qu'elle se dirige vers l'école, Imari ne comprend pas exactement ce que son frère voulait dire. Eh bien, pendant la pause, Natsumi appelle Imari pour parler seule, et lui révèle qu'elle va quitter l'école pour aller à Tokyo avec elle. Et en entendant cela, elle ne comprend rien. Et puis, Natsumi explique qu'elle a décidé de choisir ce qui est le plus important pour lui. Et dans ce cas, il a décidé de rester avec elle, même s'il a besoin de trouver un autre métier à Tokyo. À cela, Imari lui rappelle qu'il n'a pas le temps de fabriquer les accessoires s'il travaille à l'extérieur. Cependant, Natsumi lui fait comprendre qu'aucun accessoire n'est assez beau sans elle. Et quant à Imari, elle révèle qu'elle n'ira plus à Tokyo, puis demande aux deux de redevenir ce qu'ils étaient avant. Dans ce cas, Natsumi l'accepte en retour, puis lui donne un nouveau bijou qu'elle a fabriqué
fabriqué juste pour pouvoir le tester. Dans ce cas, c'est une bague de meilleur ami. Et en recevant ce cadeau, Imari s'excite et saute à nouveau sur lui comme elle le fait toujours. Puis elle demande à Natsumi de mettre la bague à son doigt. Et après cela, quand il est à nouveau seul, Natsumi remercie la fille qui l'a aidé à fabriquer cette bague. Et quand il se souvient qu'il a caché une graine de tulipe violette dans l'accessoire, Natsumi se rend compte qu'il n'est pas encore temps de dire ce que signifie la tulipe violette. Après tout, il ne veut pas être rejeté sitôt. Et quand le cours se termine, Natsumi quitte la salle pressée. Il finit par tomber sur Imari, qui suppose qu'il était pressé de la voir tout de suite. Ils quittent ensuite la pièce ensemble, et Natsumi lui annonce qu'il compte manger seul. En entendant cela, Imari lui jette une brique de jus de fruits dans la bouche, le forçant à rester avec elle. Soudain, un autre élève s'approche d'Imari pour lui demander de sortir avec elle. Mais voyant la fille accompagnée de Natsumi, il lui conseille de quitter ce raté et d'aller avec lui au karaoké ce soir-là. Cependant, Imari refuse et continue son chemin avec Natsumi. Dès qu'il se retrouve seul, elle lui demande pourquoi il l'évite depuis quelques jours. Mais, entendant cela, il change de sujet, affirmant qu'il ne l'ignore pas. Cependant, Imari insiste et commence à chatouiller Natsumi, lui demandant de lui dire la vérité. Il lui dit alors qu'il est gêné qu'elle fréquente un homme de basse condition comme lui. Après tout, les autres hommes plus populaires parlent déjà de leur incompatibilité. Cependant, Imari lui dit de ne pas prêter attention à ce que disent les autres. Natsumi, malgré cela, estime qu'elle ne peut pas les ignorer complètement. Il a peur qu'on parle d'elle en mal à cause de lui. En entendant cela, Imari montre à Natsumi des messages que le garçon lui a envoyés avant, se déclarant, même s'il a une petite amie. Et cette petite amie continue de lui envoyer des messages, affirmant qu'Imari essaie de lui voler son petit ami. Cela dit, Imari fait clairement comprendre qu'elle est habituée à ce genre de persécution et qu'elle ne renoncerait jamais à une amitié sincère pour un homme superficiel qui ne se sert que de son apparence comme monnaie d'échange. Elle demande alors à Natsumi de lui promettre qu'il sera son ami pour toujours et qu'il ne tombera jamais amoureux d'elle. En retour, il accepte ses conditions. Après tout, ils ont toujours été de bons amis. Après avoir terminé la conversation, Imari sort son téléphone portable et montre l'enregistrement audio de Natsumi déclarant qu'ils sont meilleurs amis. Voyant cela, Natsumi se met à courir après elle et lui ordonne d'effacer l'enregistrement. Fatiguée de courir, elle s'assoit pour se reposer. À ce moment-là, Imari a une idée de dernière minute. Elle suggère qu'elles se disent qu'elles sortent ensemble, car ainsi, les garçons qui la dragueront abandonneront avant même d'avoir essayé. Mais face à cette suggestion, Natsumi lui demande de ne pas l'entraîner dans ce genre de situation, car après tout, les garçons pourraient finir par la croire sur parole. À ces mots, Imari entrelace ses doigts avec les siens et lui dit qu'ils peuvent rentrer main dans la main. Au bout d'un moment, Natsumi finit par tomber amoureux d'elle. Dès qu'il la voit à l'école, il essaie de prendre une voix plus grave et de sourire comme un séducteur, espérant la séduire. Cependant, Imari interprète cela comme un mal de ventre, mais Natsumi la corrige en lui disant qu'elle va bien. Alors qu'ils avancent un peu dans l'école, Natsumi la remarque sans la bague qu'il lui a offerte et lui demande ce qui lui est arrivé. Imari désigne alors son collier et dit que la bague est attachée à cet accessoire. Et pendant la conversation, Natsumi finit par s'approcher trop près d'elle pour voir le collier d'Imari et laisse presque échapper qu'il l'aime. Cependant, il se contrôle à la dernière seconde et parvient à rester silencieux. Et en plus, il est soulagé de voir qu'au moins elle a toujours la bague. Après tout, Natsumi pensait qu'elle s'était peut-être débarrassée de la bague. De ne plus le vouloir. Et Imari, elle peut lire ce qu'il pense, et en déduit que Natsumi veut vraiment être avec elle, étant donné qu'elle s'inquiète même de choses insignifiantes. Après une nouvelle provocation, il finit par céder et déclare être prêt à sortir avec elle dès qu'elle le souhaite. En entendant ces mots, Imari est légèrement effrayée, mais Natsumi s'empresse de les dissimuler, affirmant qu'elle plaisantait, ce qu'Imari fait toujours pour le mettre mal à l'aise. Et bien qu'il ait tenté de la mettre en colère, Imari réagit avec indifférence, ce qui déçoit Natsumi. Imari montre ainsi clairement qu'elle ne peut pas se laisser berner par une blague aussi fausse. Cependant, Imari lui demande de passer devant pendant qu'elle va aux toilettes. Une fois arrivée, la jeune fille commence à transpirer de ce que Natsumi vient de faire. Contrairement à ce qu'elle lui a montré, Imari ne s'attendait pas à une si belle blague. Après tout, elle s'est presque laissée emporter, croyant qu'il disait la vérité. Pendant ce temps, Natsumi est abordé par un professeur qui lui dit d'aller en salle des professeurs pour récupérer ses examens. Après cela, Natsumi se rend chez Imari et lui révèle qu'il a finalement rendu presque tous ses examens blancs. En l'entendant crier ces informations, Natsumi couvre la bouche d'Imari et dit qu'il a réussi à répondre à quelques questions, mais qu'à cause de sa fatigue ce jour-là, il s'est endormi en plein milieu des examens. En entendant cela, Imari lui demande ce qui lui est arrivé ce jour-là. Natsumi explique alors qu'il était trop excité en fabriquant le collier d'Imari et que c'est pour cela qu'il n'a pas pu aller à l'école avec la moindre concentration le jour des examens. Il assure cependant qu'il pourra repasser les examens dimanche. Et poursuivant la conversation, Imari demande s'il n'a pas peur que les gens découvrent qu'il est derrière ses accessoires. Après tout, si cela arrive, il sera certainement entouré d'un groupe de filles, et en conséquence, elle pourrait finir par avoir un nouvel Enoki sur leur chemin. Voyant qu'elle craint d'être rétrogradée à nouveau, Natsumi la rassure en lui disant que la bague qu'il a fabriquée n'appartient qu'à elle et à personne d'autre. L'entendant se montrer si prévenant envers elle, de manière presque artificielle, Imari gifle Natsumi, qui reste sans rien comprendre. Imari lui répond alors qu'elle a fait uniquement parce qu'il était trop extravagant, mais
Mais face à cette justification bancale, Natsumi affirme que cela ne justifie pas la gifle. Soudain, ils sont interrompus en pleine discussion par Enoki, qui les fixe d'un air triste. Natsumi lui demande alors depuis combien de temps elle est là, et Enoki répond qu'elle écoute leur conversation pratiquement depuis le début. Elle s'excuse ensuite de les déranger et quitte les lieux. Natsumi remarque alors que la jeune fille semble éviter Himari. De retour en classe, les deux continuent de réfléchir à ces problèmes impliquant Enoki et se concentrent très peu sur le cours. Mais dans le cas d'Himari, elle sait déjà exactement quoi faire. Elle compte bien garder Natsumi pour elle toute seule, même si elle doit le traiter comme son meilleur ami. Après le cours, Himari rencontre Makishima et lui demande pourquoi le garçon est si déterminé à la monter contre Natsumi. Ce faisant, le garçon lui fait comprendre qu'il est du côté d'Enoki dans cette confrontation et qu'il n'a agi ainsi que pour aider son élu. Et considérant la réaction d'Himari à ce qui s'est passé, Makishima dit que les sentiments qu'elle éprouve sont clairs. À propos de Natsumi, après tout le monde est capable de percevoir quand à Himari. Elle affirme que Makishima ne pourra pas défaire le lien qui les unit, puisque Natsumi l'a déjà choisi comme favorite. Cependant, Makishima décide d'être encore plus claire et affirme que si elle voulait vraiment Natsumi pour elle, Himari devrait l'emmener à Tokyo. Après tout, le garçon était prêt à tout abandonner pour elle. Mais en entendant ces choses, Himari est confuse et dit ne rien comprendre à ce qu'il dit. Makishima la rassure en lui disant qu'elle comprendra bientôt de quoi il parle, car il lui assure qu'elle ne représente même pas une menace pour lui et Enoki. Après cette conversation, Himari rentre chez elle avec Natsumi et elle discute de la façon dont Natsumi devrait réviser pour l'examen de rattrapage. Himari ajoute qu'elle a laissé son frère s'en occuper, car Himari aimerait bien voir Natsumi un peu, puisqu'ils n'ont pas échangé un seul mot depuis près d'un an. Mais dès leur arrivée chez Himari, elle révèle qu'il n'y a personne, ce qui laisse Natsumi perplexe au début, car Himari avait dit que son frère l'aiderait dans ses études. Cependant, elle lui dit qu'Himari lui a envoyé une pile de notes et de vieux livres pour l'aider dans ses études, et que pour Himari, cela devrait suffire. En apprenant qu'au moins ses études sont garanties, Natsumi se sent plus à l'aise. Cependant, il est surpris de se rappeler qu'il sera seul avec Himari à la maison. Ils entrent ensuite dans la maison et Natsumi est accueilli par Hibari, qui commence à se moquer de lui montrant que toutes ces paroles d'Himari n'étaient qu'une de ses innombrables mauvaises blagues. Avant de commencer leurs études, Natsumi s'enquiert du travail d'Hibari, qui répond qu'il a séché le travail précisément pour l'aider dans ses études. Après tout, Hibari est convaincu que son travail sur les bijoux rendra la ville célèbre dans le monde entier. Il veut donc s'assurer que rien ne vienne l'en empêcher. À la tombée de la nuit, Himari appelle Natsumi pour prendre un bain. En chemin, il est séduit par son yukata. Il réfléchit alors à l'accessoire qui lui irait bien. Soudain, Himari remarque qu'il la fixe trop et attire son attention. Cependant, Natsumi dit qu'elle était je me demandais juste quel accessoire irait avec un yukata. Dès qu'il entre dans la douche, Natsumi est à nouveau abordé par Himari, qui entre sans prévenir. Il cache les noix dans sa main et commence à la gronder, lui disant qu'Himari aurait dû frapper à la porte avant d'entrer. Quant à elle, Himari lui répond qu'elle est là pour lui frotter le dos, en guise de récompense pour ses efforts de la journée. Mais en entendant cela, Natsumi lui rappelle que cela pourrait paraître suspect, puisqu'elle est une femme. Cependant, elle lui rappelle qu'ils ne sont que meilleurs amis et qu'il n'y a donc aucune raison pour qu'il soit si gêné, à moins qu'il ne la voie sous un autre jour. En la voyant suggérer ce genre de choses, Natsumi la laisse lui frotter le dos. Mais dès qu'elle se rapproche, Natsumi découvre qu'en fait, c'est Hibari qui se met à rire de la situation avec Himari. Pendant qu'ils discutent, Hibari fait un commentaire à Natsumi sur les excuses que sa sœur aurait dû lui présenter. Mais en entendant cela, Natsumi reste sans rien comprendre. Après tout, elle ne s'est excusée de rien. Pendant qu'ils discutent, Himari retourne dans sa chambre et commence à regretter, car Hibari a fini par entrer seule au milieu du bain, interrompant le moment qu'elle aurait dû passer seule avec Natsumi. Soudain, Hibari entre dans la pièce et demande à lui parler des excuses qu'elle n'a pas présentées à Natsumi. Le lendemain, Hibari les emmène à l'école, mais à peine sortis de la voiture, Enoki les aborde. En quelques mots, il découvre que Natsumi a dormi chez Himari la veille pour étudier. Enoki demande alors à les accompagner dans leurs études afin d'empêcher la natalité au Japon d'augmenter. Et tandis qu'il observe Seiya de plus près, Arata remarque qu'elle est plus sérieuse et attentionnée qu'avant. Puis, il va la voir et lui propose de parler si elle a besoin de dire quelque chose. En entendant cela, Seiya compare sa générosité à celle d'un prince sur son cheval blanc. Elle profite alors de sa gentillesse et l'emmène jouer à twister. Pendant la partie, Seiya dit avoir remarqué des signes d'émotion exacerbés chez elle après être allée lui rendre visite dans sa chambre l'autre jour, ce qui commence à l'inquiéter, car cela pourrait signifier qu'elle est tombée amoureuse de lui. Alors qu'il fait tourner la roulette, Seiya lui demande de poser son pied droit sur le cercle bleu. Arata le fait en reculant, comme pour éviter de se rapprocher d'elle. Bien que Seiya soit gênée, elle continue de jouer normalement, jusqu'à ce que, soudain, elle se rapproche encore plus de lui, le laissant visiblement effrayé. Seiya affirme cependant que ce n'est pas contraire aux règles du jeu. Arata la corrige, affirmant qu'elle enfreint les règles de l'espace personnel de chacun. Mais le voyant rougir face à cette situation, Seiya dit qu'elle souhaite explorer davantage ses émotions chez Arata, pour voir jusqu'où il ira. Et à mesure que le jeu progresse,
Arata remarque que le contact entre eux est moins intense qu'il ne l'espérait, ce qui le soulage un peu plus. Après tout, il sent qu'il peut se sortir plus facilement de cette situation embarrassante. Cependant, Seiya décide de séduire un peu plus, rapprochant son pied de lui et adoptant une position suggestive. Arata se met alors à crier qu'il abandonne la partie, ce qui laisse Seiya soupçonner qu'il est légèrement excité par sa position. Il décide donc de continuer la partie pour ne pas donner l'impression qu'il était. Cependant, dès qu'ils reprennent le jeu, Arata doit poser son pied sur un autre cercle bleu, mais le seul qu'il peut atteindre se trouve juste derrière Seiya, ce qui les place dans une position encore plus suggestive. En analysant les expressions d'Arata, Seiya remarque son visage rouge et lui demande pourquoi il est ainsi. Arata ravale alors ses émotions et continue le jeu, malgré sa position inconfortable. Seiya, quant à elle, explique que le plaisir humain est régulé par 3 substances cérébrales. Dans ce cas, le plaisir lié à la victoire serait la dopamine, le plaisir amoureux serait lié à l'ocytocine, et enfin, la sérotonine, la substance cérébrale qui apaise. Cela dit, Seiya explique que la relation entre deux personnes est généralement portée par la dopamine et la passion durant les premiers mois, jusqu'à ce que le couple finisse par trouver l'amour et l'ocytocine, vivant ainsi l'amour le plus pur de leur vie. En expliquant tout cela, elle en déduit que le couple passe d'un état à l'autre après avoir développé un certain niveau de confiance. Cependant, ce changement se produit naturellement et soudainement, à tel point que la science ne parvient toujours pas à expliquer précisément ce que serait ce sentiment de confiance. Et bien que tous les humains, comme Seiya, recherchent le plaisir et le bonheur, elle ne comprend toujours pas pleinement ce que serait l'amour. Elle se demande donc si elle pourrait commencer à faire confiance à quelqu'un après 50 ans de vie commune, ou si elle devrait développer cela simplement instinctivement. Eh bien, tandis qu'elle se perd dans ses conversations, Seiya finit par perdre sa force musculaire et finit par tomber sur Arata, qui la gronde, disant qu'elle aurait pu se jeter sur le côté. Cependant, Seiya dit qu'en perdant sa force musculaire, tout ce qu'il pouvait faire était de tomber sur lui-même. Cela dit, elle laisse la question de côté et affirme que son test a été un succès, car après tout, elle n'a ressenti aucune émotion plus forte en elle, hormis l'effort physique. Et même si elle soupçonnait déjà qu'Arata ne ressentait aucune douleur, elle voulait faire ce test pour en être sûre. Après tout, elle préfère avoir des preuves irréfutables plutôt que de rester une sceptique sans fondement. Ayant prouvé qu'elle n'éprouve aucun sentiment pour lui, Seiya est persuadée qu'elle pourra réviser pour l'examen d'entrée sans trop de distraction. Elle le remercie donc d'avoir au moins accepté de passer l'épreuve, même si n'a pas coopéré autant qu'elle l'aurait souhaité. Après avoir quitté la pièce, Arata est désorienté par tout ce qui vient de se passer, jusqu'à ce qu'il se souvienne soudain que Seiya lui avait dit qu'il pourrait avoir une relation, puisqu'ils n'ont jamais été frères et sœurs. Dès que cette pensée s'empare de son esprit, Arata pousse un cri désespéré. Uka l'entend alors hurler comme une folle et se dirige vers lui pour voir ce qui se passe. Au cours de la conversation, Uka dit avoir entendu la voix de Seiya, mais Arata étouffe l'affaire en disant qu'il était seul. Profitant de son inactivité, Uka l'appelle pour jouer à quelques jeux. Et déjà en chemin, il se souvient de leur jeu d'enfant, et à cette époque, Uka l'immobilisait toujours de différentes manières lorsqu'il abattait, une chose qu'il ne voulait pas revivre. Mais en y repensant, Arata change rapidement de sujet et se souvient du jour où Uka lui avait dit qu'elle l'aimait sans prévenir, car même si elle l'aimait comme un frère, Arata n'accepte toujours pas cette phrase. Et lorsqu'il se surprend à trop penser au passé, Arata s'assoit et commence la partie, laissant ce sujet de côté. Au cours de la partie, il perd plusieurs fois de suite contre Uka, car la jeune fille a beaucoup évolué depuis leur dernière partie. Soudain, Uka se laisse distraire par le jeu au point de toucher Arata sans même s'en rendre compte. Quant à lui, Arata la remarque avec un doux sourire tandis qu'elle exprime sa joie. Cependant, il réalise qu'il l'a déjà bien assez amusé en le battant d'innombrables fois, alors il décide de commencer à jouer sérieusement. Lorsqu'elle perd contre lui, Uka s'énerve et lui demande comment il a pu devenir si fort. Arata en déduit qu'il a simplement eu de la chance en la battant. Cependant, Uka n'accepte pas cette excuse et décide de faire une pause pour aller aux toilettes, même en plein match. Arata ne comprend rien, mais Uka contourne le canapé et commence à l'étrangler en lui ordonnant de se rendre. Et il lui obéit à son tour, implorant sa clémence. Mais Uka continue de l'étrangler, et se sentant obligé de l'enlever de force, il finit par tomber sur elle par accident et en déduit qu'elle va commencer à le frapper, affirmant qu'Arata a utilisé trop de force pour l'immobiliser. Mais durant cette scène, Arata est envahi par d'étranges pensées, et il se dit à nouveau qu'ils ne sont que frères et sœurs. Quant à Uka, elle dit qu'il est enfin devenu un homme, mais elle se détache de lui et quitte la pièce, prétextant qu'elle est fatiguée de jouer. Et dès qu'elle quitte les lieux, elle regrette qu'Arata ne soit pas allé plus loin et se soit comporté comme un simple grand frère. Et quant à Arata, il trouve la phrase qu'elle a prononcée étrange, alors qu'elle était sous lui. Faisant allusion à son passage à l'âge adulte, il en déduit qu'elle vient de dire qu'il est passé de garçon à homme. Mais même s'il veut le croire, Arata remarque qu'il pourrait y avoir un autre sens derrière cette phrase suggestive d'Uka. Et lorsqu'il se retrouve submergé de questions et de réponses, Arata se remet à crier, mais réalise vite qu'il ne peut pas faire grand-chose et décide d'aller se coucher. Le lendemain, Arata est convoqué par son père, qui l'interroge sur la réaction des frères à la révélation explosive qu'il a faite ce jour-là. Arata explique que tous les frères ont adopté des
des personnalités différentes depuis. Et au cours de la conversation, Kanam demande à Arata s'il a déjà trouvé quelqu'un à épouser. Pendant ce temps, les sœurs regardent un film romantique lorsque, soudain, le protagoniste déclare sa flamme à sa promise. À la fin du film, les filles sont toutes ravies du résultat. Cependant, Uka contredit toutes les autres sœurs, affirmant que recevoir une déclaration d'amour dans un endroit isolé comme celui des personnages du film serait désastreux. À ce moment-là, Banri demande quel serait le contexte idéal pour une déclaration d'amour, et Uka répond que la personne devrait simplement être polie, avoir un bon compte en banque et être grande. En entendant toutes ces caractéristiques, Seiya conseille à Uka de lire moins de mangas, afin d'éviter de se laisser dominer par ses idées d'homme idéal. Voyant ces critiques, Uka lui demande quel scénario romantique elle considérerait comme idéal. Seiya répond qu'elle aimerait un projet d'avenir réaliste, comme une structure familiale, une situation financière stable et un logement. Dès qu'il entend les plans de Seiya, Banri lui dit qu'elle travaille trop sur des stratégies, ce qui n'a rien à voir avec la relation naturelle entre deux personnes. Et puis, quand elles ont fini de discuter de ces sujets plus adultes, les filles regardent Kotono et remarquent qu'il lui faudra encore du temps pour y réfléchir, vu qu'elle est encore à l'école primaire. Soudain, au cours de la conversation, Uka et les autres filles décident de quitter les lieux pour aller dormir. Kotono, quant à elle, reste sur place et suit les traces des autres filles. Arrivée près d'elle, Kotono avoue son amour pour Arata, laissant toutes les filles perplexes. Banri tente alors de calmer les esprits en expliquant que Kotono apprécie beaucoup Arata, mais sans que cela soit lié à une quelconque relation amoureuse. Cependant, Kotono affirme clairement qu'elle l'aime en tant qu'homme, et comme ils ne sont pas frères de sang, elle envisage toujours de sortir avec lui, car légalement, ils n'auront aucun problème. De plus, Kotono affirme qu'elle considère toutes ses sœurs comme des rivales dans son amour pour Arata. Cela dit, Kotono révèle qu'elle était heureuse d'apprendre qu'ils n'étaient pas frères et sœurs, car cela lui a ouvert la voie vers Arata. Pendant ce temps, Arata continue de fixer Kanam après la question embarrassante qu'il a entendue, puis il coupe court à la conversation en lui demandant ce qui a poussé Kanam à épouser leur mère. Il va droit au but, affirmant qu'il a trouvé belle au départ. Et puis, au cours de la conversation, Arata revient sur la confession que Kanam a faite à tous ses frères sans prévenir, et dit qu'il avait probablement une raison de le faire à ce moment-là, mais qu'Arata est convaincu qu'ils ne s'habitueront jamais à cette situation. Cependant, il se dit fier d'être le fils aîné de la famille Shunji, et pour cette raison, il affirme qu'il fera tout pour préserver le bonheur de ses frères. Et pendant ses études, Seiya reste réfléchissant à la déclaration de Kotono à Arata, faite devant toutes les sœurs. Elle n'imaginait pas que la plus réservée d'entre elles parlerait aussi clairement de ses véritables sentiments pour Arata. Quant à Minami, elle y pense aussi, mais se calme en se rappelant les matchs à venir. Elle quitte alors la maison plus tôt que d'habitude et tombe sur Arata, qui lui demande pourquoi Minami part si tôt. Sur ce, la jeune fille l'ignore et s'enfuit à son entraînement matinal, ne voulant pas révéler son malaise face aux propos de Kotono. La voyant fuir, Arata attire à nouveau son attention et lui dit que Minami se comporte bizarrement ces derniers temps. Il la presse donc de comprendre ce qui se passe, car en l'aidant mentalement, Minami sera plus performante au match de la semaine prochaine. Bien que Minami remarque l'envie d'Arata de l'aider, elle continue de la dissimuler, affirmant qu'elle va bien. Arata, quant à lui, rentre chez lui et trouve Banri en train de servir à manger à Vel, qui aurait dû courir avec lui ce matin-là. À ce moment-là, Banri suggère de réduire la quantité de nourriture donnée à l'animal. Mais dès qu'il entend cela, Vel commence à mordre Arata, montrant ainsi que l'idée ne lui plaît pas du tout. Pendant ce temps, Minami impressionne tous ses amis à l'entraînement, mais dès qu'elle se souvient de Kotono, Minami commence à perdre sa concentration et se force à se concentrer sur le jeu. Et voilà, après une pause de 15 minutes pour se reposer, Minami est abordée par son groupe d'amis qui commence à féliciter sa performance. Soudain, Minami aperçoit Nao à côté d'elle et l'invite à un match de tennis. Dès qu'elle entend cela, Nao accepte immédiatement le défi de Minami. Une fois le match terminé, elle s'assoit sur le banc pour discuter. Nao révèle qu'elle quittera le club de tennis une fois le tournoi inter-école terminé et qu'elle ne paiera donc plus les boissons de Minami. De plus, Nao affirme qu'elles seront quittes lorsque Minami aura ses billets pour Wimbledon dans 5 ans. Au cours de la conversation, Nao explique qu'au début, elle n'aimait pas Minami, car dès l'arrivée d'une jeune prodige de l'école primaire, elle était persuadée qu'elle deviendrait une de ces filles têtues et arrogantes. Mais même si Minami était la plus prétentieuse des joueuses, Nao affirme qu'elle était aussi celle qui faisait le plus d'efforts, en plus d'être la joueuse la plus positive du club, ce qui, à son tour, contaminait les autres joueuses et les rendait encore plus enthousiastes lors des entraînements. Cela dit, Nao révèle que Minami a été la première jeune coéquipière pour laquelle elle a pu s'enraciner de tout cœur. Après tout, elle sent que toutes les autres filles manquent de profondeur. Et dans le cas de Minami, elle porte l'équipe sur son dos. Et précisément à cause de cela, Nao croit qu'elles auront plus de chances de gagner le tournoi cette année-là, ce qui la rend heureuse. Après tout, gagner le tournoi interscolaire est tout simplement le rêve de tout athlète de lycée. Et savoir qu'elle est sur le point de réaliser ce rêve est quelque chose qui rend Nao visiblement heureuse. Après avoir entendu tout cela, Minami se moque de Nao, affirmant qu'elle vient de prononcer le meilleur discours de motivation qu'elle ait jamais entendu. Nao, gênée, tente de changer de sujet
et défie Minami à une autre partie de tennis. Et voilà qu'à son retour, Minami entend des filles raconter que Nao n'a été recrutée par aucune équipe universitaire et que, de ce fait, elle aurait abandonné le tennis et se tournerait vers un emploi conventionnel dès sa retraite sportive. Et entendre ces filles parler, Minami se souvient que Nao avait dit qu'elle portait l'équipe sur son dos. Mais contrairement à cela, Minami croit que c'est Nao qui l'a portée tout au long de cette période, car dès son arrivée au club, celle qui l'a accueillie à bras ouverts était Nao elle-même, qui, en défiant Minami à cette époque, ne pouvait plus la battre. Et pour en revenir au présent, Minami exige encore plus d'elle-même pour remporter ce tournoi inter-école, pour au moins offrir à Nao une dernière médaille d'or avant sa retraite sportive. De retour chez elle, Minami se rend directement à l'entraînement. Soudain, Arata s'approche d'elle. Voyant son engagement, il décide de l'aider à s'entraîner plus intensément. Minami lui rappelle alors qu'elle a déjà toute la structure nécessaire à son entraînement et qu'il n'a donc pas à s'en soucier. Cependant, Arata commence à trouver quelque chose d'étrange chez elle et suggère que Minami est blessée, ce à quoi elle tente de changer de sujet en affirmant qu'elle va bien. Mais Arata remarque immédiatement le mensonge flagrant de Minami et lui rappelle qu'elle n'est pas une bonne menteuse. Après tout, Yamaguchi l'a vue s'habiller dans la salle de bain et l'a mis en garde. Arata en déduit qu'elle se comporte bizarrement depuis tout ce temps précisément pour cacher sa blessure. En entendant cela, Minami réalise qu'il a complètement tort. Après tout, elle est inquiète à cause de ce que Kotono a dit à toutes les sœurs. Quant à Arata, il insiste pour être son entraîneur, car il pense qu'elle a besoin de quelqu'un à ses côtés pour empêcher Minami de continuer à s'entraîner de manière incorrecte et de se blesser constamment. Pendant ce temps, Uka boit du thé en repensant à ce qu'elle a entendu de Kotono la veille. À ce moment-là, Minami avait suggéré que Kotono était simplement influencé par la série romantique qu'elle regarde habituellement avec ses sœurs. Cependant, Seiya réfute cette hypothèse et rappelle à Minami que Kotono est déjà assez grande pour ne pas se laisser influencer par une simple série. De plus, Seiya ajoute que le fait que Kotono soit plus timide et continue à dire ces choses est une preuve supplémentaire de son sérieux. Pendant ce temps, Arata commence à masser la jambe de Minami pour atténuer la douleur. Cependant, Minami lui rappelle que sa blessure n'était pas si grave qu'il s'en inquiète autant. Elle se met alors à pester, préférant jouer au tennis ou faire autre chose qui implique de bouger. Arata, quant à lui, se concentre sur le massage des jambes de Minami, quand soudain, il se souvient de l'incident avec Uka et commence à chasser ses pensées inappropriées de son esprit. Cependant, alors qu'il tente de le faire, Arata s'intéresse de plus près à Minami et remarque qu'elle est en réalité très belle, ce qui explique ses nombreux fans dans sa classe. Lorsqu'il se surprend à nouveau à avoir des pensées inappropriées, Arata s'en rend compte et les chasse. Il change alors de sujet et demande si Minami a déjà parlé de sa blessure à la cheville à l'équipe. Minami répond alors qu'elle n'a pas l'intention d'en parler à qui que ce soit, car après tout le monde compte sur elle pour la compétition et qu'elle ne veut donc pas les inquiéter pendant le match, et encore moins les décevoir. En entendant cela, Arata comprend les sentiments de sa sœur, mais lui conseille de ne pas en faire trop avant le jour du tournoi, car si elle empire, les choses empireront encore. Et même si elle comprend ce qu'il dit, Minami lui fait comprendre qu'il s'agit d'un tournoi très important dans sa vie et qu'elle doit donc faire de son mieux pour le remporter. Et même si cela pourrait être remplacé par une autre joueuse qui n'est pas blessée, Minami croit que personne n'atteindra le niveau de sa performance, même si elle est blessée. Et de plus, Minami a toujours pour objectif d'emmener Nao sur le podium de ses propres mains. Voyant que sa sœur se donne autant à fond pour quelqu'un d'autre, Arata sourit fièrement. Quant à Minami, elle lui rappelle que sa blessure n'est pas si grave. Après tout, elle continue de s'entraîner normalement, presque comme si elle n'avait pas été blessée. Elle lui assure donc qu'elle guérira vite, à condition de ne pas faire de bêtises. En entendant cela, Arata décide de lui faire confiance, mais demande à Minami de ne pas exagérer avec son entraînement. Eh bien, après s'être un peu remise de sa blessure, Minami se lève et commence à masser les épaules d'Arata, en remerciement de son aide. Après cela, Arata se dirige vers sa chambre, mais en chemin, il tombe nez à nez avec Kotono. Il réalise alors que c'est la première fois qu'il est seul avec elle depuis le jour où elle lui a avoué ses sentiments dans la salle de bain. La voyant si silencieuse, Arata sent une étrange atmosphère flotter dans l'air et décide de poursuivre son chemin comme il le faisait auparavant. Cependant, Kotono l'interrompt et lui demande s'il était avec Minami. Il répond oui, mais ajoute qu'il s'entraînait simplement. Malgré cela, Kotono reste méfiante et demande si la fille a fait quelque chose d'étrange pendant qu'ils étaient seuls. Arata ne comprend pas bien ce qu'elle veut dire et en déduit que Kotono vient de remarquer que Minami est blessée. Arata demande alors si Kotono sait quelque chose qu'il ignore encore, mais au lieu de lui répondre, Kotono lui demande de laisser tomber. Pendant ce temps, Minami poursuit son match de tennis. Durant la partie, elle se souvient de Nao et décide de ne pas laisser sa carrière s'achever sur une défaite et une frustration, car elle veut remercier Nao pour lui avoir redonné le goût du tennis. Minami bat alors sa première adversaire, offrant la victoire au lycée Seijo, qui accède ainsi aux demi-finales du tournoi. Après la partie, Minami est applaudie par toutes les filles de sa classe, qui louent ses services. Nao, à son tour, la remercie pour son excellente performance. Mais en entendant cela, Minami lui rappelle que c'est toute l'équipe qui a gagné, pas seulement elle. Sur ce, les filles quittent la salle et Minami rentre chez elle, mais sa cheville commence à lui faire mal. Dès son retour, Arata lui masse à nouveau les jambes. Ce dernier continue de s'inquiéter de sa blessure, mais Minami s'en cache en disant qu'elle
qu'elle se sent mieux que jamais. De plus, Minami ajoute que l'entraîneur Matsubara lui a déjà promis de lui présenter un coach personnel. Arata lui répond alors que Minami n'a pas besoin de 2 coachs personnels. Alors il plaisante en disant qu'il va démissionner. Minami le remercie pour l'aide qu'il lui a apportée ces derniers jours, et Arata, quant à lui, se dit soulagé de savoir qu'elle bénéficiera de soins professionnels, contrairement à lui qui n'est qu'un frère inquiet. Le jour de la finale du tournoi inter-école, Arata se lève tôt pour aller courir. Avant de quitter la maison, Arata demande Minami et découvre qu'elle n'est pas là. Il en déduit qu'elle est partie plus tôt que prévu pour s'entraîner davantage. Cependant, Seiya l'informe que les baskets de Minami sont toujours à l'entrée de la maison. Oh, je ne pouvais pas supporter la pression, je suis allé acheter des cigarettes. Ça arrive souvent. Si vous voulez savoir où elle est allée, laissez un j'aime et abonnez-vous. Je vous verrai certainement dans la prochaine vidéo. J'y suis allé.